Bonsoir. Merci à vous d'être venus à notre premier salon en présentiel post-pandémie, si on peut considérer que la pandémie est terminée. Cette deuxième table ronde a pour thème les études d'ingénieurs en France. Le but de cette petite discussion, c'est de souligner les particularités du système français en ce qui concerne les études d'ingénieurs, et elles sont assez nombreuses. Et en soulignant ces particularités, j'espère que nous aurons l'occasion de répondre à vos interrogations, vos questions. De toute façon, après cette petite discussion, vous aurez la possibilité de poser des questions. Il y aura un micro à votre disposition pour poser les questions aux intervenants que je présente tout de suite. Alors, je vous présente Monsieur Gérard Vincent Martin, qui est chargé de l'Est de l'Europe à l'INSA de Rouen. Madame Christina Rotarou, qui représente l'École polytechnique de Paris. Monsieur Alexis Michel, qui est directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Brest. Monsieur Briand, qui est directeur des relations internationales à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Et Monsieur Nuel, qui est correspondant Grèce pour le groupe d'écoles centrales, le groupe des écoles centrales. Et je me présente, Patricia Savary, je suis responsable de l'espace Campus France à Athènes, c'est-à-dire que j'informe les étudiants grecs sur les études en France. Et j'avoue que quand il s'agit de présenter les études d'ingénieurs, je trouve toujours ça assez compliqué parce que le système français est de lui-même assez compliqué en ce qui concerne les études d'ingénieurs. Il y a des particularités que je vous explique tout de suite. Alors, je vais parler de manière un peu schématique, sans rentrer dans les détails, mais pour que vous compreniez les choses principales, les caractéristiques principales des écoles d'ingénieurs en France. D'abord, je dirais qu'elles sont distinctes des universités. C'est-à-dire que si vous souhaitez commencer des études d'ingénieur, vous n'allez pas tellement regarder vers université, mais plutôt dans la catégorie école d'ingénieurs, qui sont de grandes écoles, première chose. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a deux catégories d'écoles d'ingénieurs en France. Il y a une catégorie dans laquelle les lycéens ne rentrent pas juste après le lycée, sont obligés de faire 2 années de classe préparatoire et ensuite passent le concours pour entrer au sein des écoles d'ingénieurs. Et donc, dans ce cas, les études d'ingénieurs durent 3 ans. 2 plus 3 égale 5. Et une deuxième catégorie où les lycéens peuvent rentrer juste après le lycée. Et dans ces cas-là, les études durent 5 ans. Voilà. Bon, c'est assez schématique ce que je dis, parce que je sais qu'il y a des admissions à Bac+2 après un DUT, mais je ne veux pas rendre les choses encore plus confuses qu'elles ne le sont. Juste, voilà, gardez en tête, école d'ingénieur après le bac, on dit post-bac, c'est-à-dire après le lycée, et école d'ingénieur après prépa, après classe préparatoire. C'est important parce que quand vous allez chercher sur Internet des informations sur les études d'ingénieur, vous allez voir des mots comme école post-bac, école après CPGE, et bien souvent, malheureusement, les gens ne comprennent absolument rien. Et donc, c'est là que j'essaye moi-même d'expliquer. Voilà. Alors, d'abord, je vais poser des questions générales. Et je vais m'adresser à Monsieur Alexis Michel et poser la question, pourquoi, à votre avis, les écoles d'ingénieurs en France sont distinctes des universités? Bon, je parle un peu de manière schématique, mais à quel besoin ça répondait? Pourquoi a-t-on eu le besoin de créer des écoles distinctes des universités? Alors, ce n'est pas un avis, c'est une lecture historique du phénomène, d'abord, qu'il faut avoir pour comprendre ce qui s'est passé. Elle est de 2 ordres. Il y avait un point de vue politique. La Révolution française est admirée dans le monde entier. Il faut aussi lire ce qu'elle a fait de positif, mais comme ce qu'elle a fait de moins positif. Et la fermeture des universités françaises en est une. Et pour répondre aux besoins en cadre d'un État qui se construisait, les États-nations se renforçaient au XVIIIe, à la fin du XVIIIe, au XIXe siècle, il a fallu créer
pour répondre aux besoins techniques des grandes écoles qui allaient former ces cadres. Donc ça, c'est la première genèse des écoles d'ingénieurs françaises, la première histoire, la première vague. Comme pour les virus, il y a une deuxième vague. C'est quand l'industrie a eu besoin, l'industrie s'est développée, l'industrie d'État, puis l'industrie aussi privée, les secteurs privés, les acteurs privés. Donc ça a donné naissance à une deuxième et une troisième vague d'écoles d'ingénieurs qui s'est développée à un moment où il n'y avait pas ou peu d'universités. Donc aller vers les universités, ce n'était pas du tout naturel. Il était plus simple de faire des structures de petite taille qui correspondaient à des besoins de branches, notamment la chimie, l'électricité, le textile, voilà, tout ce qui était pont et chaussées, tout ce qui pouvait être les mines, tout ça s'était constitué avant, puisque c'était des industries d'État. Donc c'était plutôt la deuxième vague, ou la première et la deuxième vague. Voilà, il y avait Polytechnique, évidemment. Voilà, donc c'était des écoles qui sont très anciennes. Donc c'est cette particularité-là qui est liée à un choix politique très fort, un moment de méfiance à l'égard du monde universitaire, et aussi donc d'une structuration d'un État que d'autres États européens ont connu, les États les plus anciens. Et donc la Grèce n'a pas connu, prise dans son histoire d'occupation, pour reprendre la terminologie, ottomane, l'État grec est apparu et s'est constitué à un moment où ces histoires-là, cette première construction des États nationaux et les besoins en matière de cadre étaient déjà passés. Voilà, donc elles sont construites sur une autre histoire qui est commune avec d'autres États, mais c'est pas du tout l'histoire française. Donc c'est cette difficulté-là à comprendre. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Donc aussi, précisons que les écoles d'ingénieurs sont quand même très liées donc, avec le monde de l'industrie, hein, bien sûr. Juste rajouter peut-être que c'est Napoléon qui a été quand même le grand catalyseur, pour reprendre une métaphore un peu chimique, de ce renouveau, en fait, puisque effectivement les universités avaient quasiment disparu du paysage de l'éducation. Et Napoléon, pour ses cadres dans tous les domaines de l'armement et du génie civil, a suscité un certain nombre de créations qu'on retrouve aujourd'hui, bien sûr, dans beaucoup d'écoles. D'accord. Donc, oui, bien sûr. Oui, on pourrait ajouter aussi tout de même que ces deux mondes, universitaires et grandes écoles, se rapprochent petit à petit parce que, peut-être pour complexifier la chose, il y a des universités qui se lancent dans des petites écoles d'ingénieurs. Oui. Chez nous, par exemple, on a un partenaire, l'INSA de Rouen, on a un partenaire, l'ESITEC, et c'est une petite école d'ingénieurs de l'université de Rouen. Oui. Et on est ensemble. J'ai volontairement voulu schématiser parce que pour bien que ce soit en tête dans la tête des étudiants que pour les écoles d'ingénieurs, c'est en dehors des universités. Mais bien sûr qu'il y a. Oui, mais... Oui. Justement, on va peut-être pour te donner la possibilité de faire le lien. Les écoles dont on a parlé, les plus anciennes, cette histoire, cette genèse, elle a construit des écoles, des grandes écoles, donc en dehors de les universités, et plutôt des écoles en 3 ans. Donc des écoles qui aujourd'hui existent à travers qui recrutent après ce qu'on a appelé tout à l'heure les classes préparatoires. Donc vous allez entendre parler d'écoles qui recrutent après le bac. Ces écoles-là sont des écoles plus jeunes, qui viennent d'une autre histoire qu'on n'a pas évoquée encore, mais qui est en fait ce qui va se passer après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, avec ce qu'on appelle les 30 glorieux, c'est-à-dire le renouveau économique français. Et c'est l'INSA, c'est les ENI, par exemple, etc. C'est ce qui nous distingue, en fait. C'est vrai. Alors, dans vos écoles respectives, Monsieur Nuel, les écoles centrales, quelle catégorie? On y rentre après le bac, après le lycée ou après 2 années de classe préparatoire? Alors, les écoles centrales sont de la première génération. Donc, ce sont des écoles dans lesquelles on rentre après les classes préparatoires. Voilà. Avec un concours comme pour l'école polytechnique ou comme les écoles des mines, les écoles des ponts, qui sont des écoles qui sont anciennes, de création ancienne, hein, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, et donc des écoles en 3 ans, après voilà, 2 années de 3 ans, puisque les 2 années de classe préparatoire, bien sûr, comptent, hein,
Donc 2 plus 3, 5. De toute façon, pour obtenir le diplôme d'ingénieur, c'est forcément 5 années d'études. Ah oui, c'est 5 ans. Voilà. Et puis, c'est là qu'on comprend aussi qu'en France, les écoles d'ingénieurs ne sont pas spécialisées dès la première année, comme ça se passe en Grèce. En Grèce, on rentre, par exemple, dès la première année en études d'ingénieur chimiste, par exemple. Donc en France, notamment avec le système des classes préparatoires, on comprend bien que les études d'ingénieur ne sont pas spécialisées dès la première année. C'est surtout à partir donc de la 3e année. Oui, pour certaines écoles, puis d'autres, c'est plus tard, puisque Encore que plus ce tard. soit par exemple l'école polytechnique ou Mm. les écoles centrales, nous sommes ce qu'on appelle des écoles d'ingénieurs généralistes dans lesquelles il y a peu de spécialisation. D'accord. Ce sont des écoles qui vont former des gens qui vont avoir des connaissances pluridisciplinaires, une variété de disciplines, y compris les disciplines de l'ordre du management et du droit du travail, des choses comme Oui. ça, de manière à être formés à diriger des équipes. Oui, ça c'est Donc, important, même si, bon, je voulais en parler un peu après, mais c'est vrai que les études d'ingénieur maintenant deviennent de plus en plus pluridisciplinaires. Voilà. Et ce qu'on pourrait juste préciser aussi, c'est qu'en France, en tout cas, il n'y a que les écoles dites d'écoles d'ingénieurs qui ont le droit de délivrer le diplôme d'ingénieur. Bien C'est sûr. un titre. Bien sûr. Et les universités, en tant que telles, ne peuvent pas délivrer de diplôme d'ingénieur. Voilà. Et à l'École nationale d'ingénieurs de Brest, on y rentre comment? Alors, on y rentre, la voie la plus normale, c'est après le bac. D'accord, il y a la possibilité on va revenir dessus, de rentrer un peu au fil de l'eau en fonction de son parcours personnel, mais c'est plus minoritaire. Puis on a un concours aussi post-grandes écoles qui correspond à un tiers. 2 tiers des élèves viennent du post-bac et un tiers viennent après la classe prépa aux grandes écoles. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez un système qui vous semble déjà distinct des universités et puis distinct entre les écoles qui se distinguent elles-mêmes, qui se ramifient. Elles ont quelque chose de commun, plusieurs choses en commun. Ce qui vient d'être dit par Didier, c'est-à-dire que le diplôme qui est délivré, le même. Il a la même valeur. D'accord ? Parce qu'il y a une commission qui les délivre. Et un diplôme d'ingénieur en France, c'est un titre professionnel et c'est aussi un diplôme académique. On pourra revenir dessus. Donc, c'est les deux choses. En fait, que vous fassiez une école en 3 ans, donc grande classe prépa, ou que vous fassiez une école post-bac, en fait, vous allez faire un cycle préparatoire. Les 2 premières années, vous le faites soit dans un lycée de classe préparatoire, soit à l'intérieur de l'école, par exemple l'ENI ou l'INSA, et vous allez faire à peu près les mêmes choses, des bases fortes en sciences, d'accord, et aussi les ouvertures aux sciences humaines et sociales. Oui. Et alors, encore une particularité du système français, les classes préparatoires ont lieu dans des lycées. Alors ça, c'est encore quelque chose qui surprend énormément les jeunes Grecs. C'est de l'enseignement supérieur, c'est post-bac. Cependant, ça se passe dans des lycées. C'est très scolaire, en fait. C'est cours du matin à 8h jusqu'à 17h, avec des tests, des devoirs à rendre. Vous êtes 25 par classe. C'est comme au lycée, mais c'est de l'enseignement supérieur. Et puis maintenant, je pose la question à l'INSA de Rouen. Comment on y rentre? On y rentre après le bac ou après 2 années de classe préparatoire? Alors, on y rentre surtout après le bac. On y rentre pour y faire 4 semestres assez généralistes. Ça rebondit sur ce que disait le collègue. On y rentre, et c'est pour ça qu'un salon comme celui-là est très important, on y rentre sur dossier, sur une plateforme groupe INSA. On a jusqu'au mois de mai en général de l'année en cours pour s'inscrire, et on dépose sur la plateforme les résultats des 3 années précédentes, c'est-à-dire la seconde, la première, la terminale. Toutes ces notes-là qui sont accumulées par le candidat sont très importantes à mettre en valeur. On y rentre aussi en mettant une lettre de recommandation d'un professeur de sciences qui soutient son candidat. Vous voyez, il y a une attitude de personnaliser. On peut aussi rencontrer le candidat dans un salon, lors d'un entretien,
à distance ou en se déplaçant quelques mois avant la date limite d'inscription du mois de mai. Donc ça, c'est l'aspect technique. Est-ce que cette question-là, Oui, c'est oui, uniquement... non, c'est exactement Voilà. ce que je voulais entendre. Et je vais poser la question aussi à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. On y rentre dans votre école après le bac ou après des classes préparatoires? Alors, je vais répondre en élargissant plutôt à l'ensemble des écoles de chimie qui font Oui. une fédération qui s'appelle Oui. la Fédération Des du Lussac. Lussac. Ce sont 20 écoles, mais en fait, ça fonctionne d'une manière un peu hybride, puisque nous avons 5 classes préparatoires intégrées, dont une internationale à Rennes, pour ne pas la citer. Et on y rentre donc juste après le bac, comme pour l'INSA, le groupe INSA. Et le mode majoritaire de recrutement est quand même après les classes préparatoires aux grandes écoles. D'accord. Et les modalités d'intégration en classe préparatoire intégrée ne se distinguent pas de celles qui se trouvent pour l'ENI D'accord. ou l'INSA. Ce sont les mêmes critères de recrutement. Très bien. Merci. Et alors, passons à l'école polytechnique. L'école polytechnique qui est une école d'ingénieurs. Bien sûr, il y a une confusion. Moi, j'ai souvent des petits Grecs qui me disent, voilà, je veux rentrer à l'école polytechnique. Alors, je corrige, je dis, tu peux faire des études d'ingénieur. On me dit, rentrer à l'école polytechnique. Donc, je précise que l'école polytechnique est une école d'ingénieurs parmi les 220, je crois, qui existent. Même si, bien sûr, elle se distingue pour maintes raisons, seulement, c'est une des écoles d'ingénieurs. Alors, aujourd'hui, Christina, vous représentez l'école polytechnique, qui, bien sûr, délivre le diplôme d'ingénieur, mais qui délivre aussi un bachelor, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, c'est là que je vous demande la différence entre le bachelor de polytechnique et le diplôme d'ingénieur, parce que ce sont deux choses différentes, et je vous laisse parler. Effectivement, à l'école polytechnique, on peut entrer donc de manière classique après les classes prépa. On passe le concours et on suit la formation donc, d'ingénieur. Et on peut entrer maintenant aussi post-bac sur le programme bachelor. Je ne sais pas vous, je pense qu'on a tous souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux faire une classe prépa ou est-ce qu'il vaut mieux faire un bachelor? Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une solution meilleure que l'autre. C'est qu'on parle des publics différents. Les deux formes d'accès s'adressent à des gens différents. Il faut savoir aussi que lorsqu'on décide de faire une classe prépa, pendant 2 ans, on doit travailler tout le temps. On prépare un concours et je ne dirais pas qu'on n'a pas de vie à côté, mais presque. On est dans très un exigeant. mode... Oui, c'est très exigeant, c'est très difficile. Vous êtes en concurrence les uns avec les autres, et donc pendant 2 ans, vous faites que travailler sur les programmes bachelor, et notamment le programme bachelor qu'on a ouvert à l'école polytechnique, qui est un programme en 3 ans et en anglais. Évidemment, il y a aussi beaucoup de travail, mais ça ne s'adresse pas à la même population. Et ça s'adresse plus à un public qui est très international, qui a l'habitude de voyager, qui a l'habitude d'être, ou qui veut être entouré des gens qui viennent de partout dans le monde, avec une formation qui est beaucoup plus variée. Par exemple, à l'école polytechnique, vous allez avoir, si vous venez des cours de sport, 2 heures de français par semaine également, et donc de cours qui ne sortent pas. Vous n'êtes pas dans un système de concours. Donc, évidemment, il faut travailler pour valider les années, passer dans l'année supérieure, mais vous n'êtes pas dans l'optique, au bout de 2 ans, vous allez passer un concours, être en concurrence avec vos camarades. Donc, je pense que c'est la première différence, et c'est ce qui fait la différence déjà entre le cycle polytechnicien et le diplôme de bachelor. Après, le diplôme de bachelor, c'est l'équivalent d'un bac plus 3. Ce n'est donc pas équivalent à un diplôme d'ingénieur. Tout à fait, tout à fait. Donc, si vous décidez de suivre un programme de bachelor, derrière, si vous souhaitez vous spécialiser, il va falloir faire un master. Les masters, en général, sont plus spécialisés. C'est là que vous commencez à vous spécialiser un peu plus dans un domaine qui vous intéresse davantage. Et un master que vous pouvez faire à l'école polytechnique ou dans une autre école qui a un programme qui vous intéresse davantage. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre, après le bachelor, le master à l'école polytechnique. Nous, on a beaucoup d'étudiants qui décident de partir, par exemple, à l'étranger, qui trouvent d'autres écoles. Donc, c'est très, très varié. Et donc, l'intérêt de ce programme, c'est justement d'ouvrir aussi ces possibilités à nos étudiants. Alors, oui, et précisons que donc, le bachelor, c'est en anglais? C'est en anglais, oui. C'est un programme entièrement en anglais. D'accord. Où vous allez, comme je vous disais, 2 heures de cours de français par semaine pour vous aider à vous intégrer dans la société. Aucun niveau de français n'est exigé Non. au départ? Non, non, non.
Par contre, il faut avoir évidemment un bon niveau en anglais. D'accord, très bien. Et là, je vais poser maintenant une question. Bien sûr, chacun va défendre son système. Si vous étiez responsable de Campus France et que vous deviez donner des conseils à des étudiants étrangers, notamment grecs, pour des études d'ingénieur, qu'est-ce que vous conseilleriez? Une école d'ingénieur post-bac ou avec prépa? Alors, bien sûr, je suppose que chacun va défendre son école. Non, mais en dehors de la volonté de promouvoir votre école, vous qui connaissez exactement ce que sont des classes préparatoires et vous savez aussi ce que sont des études d'ingénieur, qu'est-ce qui vous semble approprié? Moi, j'ai ma réponse. J'ai la réponse que je donne aux étudiants en général. Vous, qu'est-ce que vous proposeriez? Qui veut se lancer? Alors, allez-y, oui, Pierre. Je ne sais pas si on va donner les mêmes réponses, mais la réponse, elle est en fait fonction de ce que le candidat recherche. Est-ce qu'il sait déjà ce qu'il veut faire? S'il a déjà une idée du champ disciplinaire ou de la discipline ou de la thématique scientifique qu'il veut étudier, il aura peut-être intérêt à rentrer directement dans une école post-bac, c'est-à-dire qu'il prend tout de suite dans une classe intégrée les étudiants. Donc c'est pour ça que dans les groupes des écoles de chimie, c'est de ce constat qu'est né finalement la naissance de 5 sites sur les grandes villes françaises où on accepte les étudiants après le bac. Si un étudiant ne connaît pas précisément, il peut se donner, il peut différer, il peut reporter son intégration, auquel cas les classes préparatoires seraient probablement adaptées. Avec une petite nuance, c'est que les classes préparatoires ne sont pas toujours adaptées à nos publics étrangers. Il y a culturellement quelque chose qui fait que, à part ceux peut-être qui sont issus des anciens pays dominés par la France, enfin les anciennes colonies comme on les appelle, où le système français a été et peut-être même encore en vigueur. Pour les autres, je pense par exemple à des étudiants qui viendraient des pays de l'Est, nous recrutons beaucoup, il serait hors de question qu'ils intègrent une classe prépa classique dans un lycée. La notion de lycée que vous évoquez, d'ailleurs, elle surprend toujours. Oui. On dit parfois que les étudiants chinois, par leur esprit travailleur, etc., sont mieux adaptés pour faire les classes prépa. Je n'en suis pas même persuadé. Je l'ai mesuré en beaucoup d'occasions. Donc voilà ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole à mes collègues. Moi, je suis tout à fait d'accord. Qui veut prendre la parole? Monsieur Michel. Oui, en fait, je partage le point de vue. D'abord, il faut vous poser la question, non pas par rapport à nos réalités, mais par rapport à votre réalité d'étudiant grec ou de lycéen grec. À partir du moment où vous avez si vous rentrez, vous passez les concours, les Panhellenies, vous faites déjà le choix d'aller au moins vers un ptychio. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un ptychio si on veut faire une école d'ingénieur en France? À quel moment, où est-ce que je vais rentrer? Vous n'allez pas faire une classe préparatoire. Et comme vous avez déjà un premier diplôme, une première spécialisation, vous allez essayer de trouver une école qui affiche une thématique qui vous parle, dont vous avez envie, ou qui correspond à votre premier niveau d'études. Et ça, vous pourrez le faire, et vous n'allez pas rentrer dans les systèmes qu'on a expliqués, ni post-bac, ni classe prépa, mais sur dossier, et soit en avant-dernière année, il faut au moins 2 ans pour avoir le diplôme, d'avant-dernière année, dernière année, soit quelquefois en première année du cycle d'ingénieur, donc oui. Vous ferez 3 ans. Ça dépendra en fait. Là, c'est le cas d'étudiants qui ont déjà fait des études en Grèce. Là, c'est différent. Et qui veulent intégrer une école d'ingénieur. Voilà. Oui, bien sûr, vous avez cette possibilité. Et comme tu l'as souligné, 2 années d'études au moins en France pour obtenir le diplôme d'ingénieur. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est maintenant vous faites ça après votre lycée grec. Vous n'êtes pas obligé de passer par un concours, même en post-bac, parce qu'en post-bac, vous devez passer un concours. Ça se fait de gré à gré, pareil. Vous choisissez une école qui vous correspond. Et je vais revenir sur comment on choisit l'école. Et là, vous allez engager une discussion avec l'établissement, mais qui correspond à ce qui a été dit, c'est-à-dire un dossier, les notes, la motivation, c'est fondamental. Pourquoi vous choisissez cet établissement, ce que vous voulez faire. Et qu'est-ce qui va déterminer le choix de l'établissement, de l'école? Ça va être évidemment les thématiques, le lieu, parce que quelquefois, d'une ville à l'autre, la qualité de vie n'est pas la même, il y a des choses peut-être qui sont importantes pour vous. Donc c'est
pour vous, jeunes Grecs, la question de la lumière peut jouer, des choses comme ça. Il y a tout un tas d'éléments qui n'ont rien à voir avec les études directement, mais qui sont des éléments d'appréciation. Et puis, il y a une chose, le coût, évidemment. Le coût est important, et d'un endroit en France à l'autre, la vie à Paris, évidemment, comme à Athènes, comparé à Patras, à Paris, on va parler de la Bretagne, on peut parler d'autres endroits. Il y a des villes qui sont notoirement plus chères qu'ailleurs, notamment le logement. Le logement est aussi important à prendre en compte que les frais d'inscription. Et souvent, d'ailleurs, c'est plus important qu'en termes de dépenses. Et surtout, on parle rarement d'une chose, c'est la pédagogie. Les modèles pédagogiques sont souvent très différents d'une école à l'autre. Et il y a 2 critères, notamment, c'est la place du stage, qui est quelque chose qui est peu présent dans les études supérieures en Grèce. C'est-à-dire que vous allez avoir plus ou moins de périodes à faire d'entreprise. Dans une école comme l'ENIM, c'est 4 périodes, c'est 15 mois en 5 ans. D'accord ? Et puis il y a la question aussi peut-être d'avoir recours à l'alternance. Donc vous pouvez faire vos études en étant rémunéré, soit assez vite dans les études, soit en dernière année, ce qu'on appelle des contrats de professionnalisation. Donc ce sont des éléments d'appréciation aussi. Questions à poser, parce que ça règle la question du financement. Et ça règle souvent une chose qu'on n'a pas dite et qui est commune à toutes nos écoles, c'est qu'avec un diplôme d'ingénieur, vous êtes employé en général à 60% avant la sortie de l'école, vous avez votre emploi, et à 2-3 mois, 100% quasiment. Il y aura toujours un résiduel, mais bon. C'est ça aussi la réalité. Oui, donc là, tu as soulevé plein de choses très, très importantes. Donc, on va y revenir. Je vais juste poser la question à Monsieur Martin. Qu'est-ce que vous conseillez ? Et post-bac ou après prépa ? Alors, moi, je plaide pour le post-bac. Il y a certains avantages parce que je vois un peu les questions là, qui sont posées par les candidats grecs, ceux qui ont déjà une petite vision sur génie civil ou mécanique, c'était le cas ce matin. Ils vont s'installer chez nous, ils vont déjà s'installer en résidence. C'est une chambre qu'ils peuvent garder 5 ans. C'est un paramètre important, hein, l'installation. Et puis après, vous avez un choix à faire pour la spécialisation qui va arriver pour la 3e année. Et la spécialisation peut commencer un peu avant cette 3e année, c'est-à-dire au semestre 3, hein, au milieu de la seconde année. Vous vous dites, là, par rapport aux notes que j'ai pu obtenir en mathématiques, en chimie ou en informatique, je vais prendre... architecture des systèmes de l'information, je vais prendre informatique. Et là, vous avez déjà une installation pédagogique dans l'école, avant d'avoir votre diplôme en 5 ans, qui est rassurante. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a autre chose dont il faut tenir compte. C'est difficile de partir de chez soi à 18 ans. On est encore très jeune. Et je pense que dans tout ce qui est admission post-bac, prépa intégrée, toutes les écoles maintenant ont suivi pédagogie qui est très proche, où vous allez être encadré par des conseillers pédagogiques, vous allez travailler en petits groupes, vous allez être suivi, vous allez avoir une proximité avec le personnel encadrant que vous n'allez pas retrouver dans une classe préparatoire. La transition ne va pas être la même pour un niveau master, mais à 18 ans, je pense que c'est important aussi de tenir compte voilà, de ce facteur humain et donc le besoin qu'on a aussi encore d'être encadré, écouté, suivi, que vous n'allez pas forcément avoir dans une classe prépa où vous allez être en concurrence les uns avec les autres. Donc même je pense que pour créer des liens et se faire des amis, l'ambiance ne sera pas la même. Oui. Christina est en train de dire qu'il y a un sous-texte qu'on n'a pas évoqué. Qu'est-ce qui nous distingue par rapport aux universités ? C'est l'esprit, l'état d'esprit. L'esprit école, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que vous soyez à bonne école, que vous vous sentiez bien dans votre école. Donc l'importance de la vie associative, de la vie collective. Ce que Gérard aussi tout à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, plus vous passerez de temps dans l'école, et plus ce pari-là sera réussi. Donc c'est vrai que ça plaide plutôt pour le post-bac. Évidemment, dans les autres écoles, ça se passe. Mais ça, c'est ce qui distingue le suivi individualisé. On vous connaît, d'accord, et vous serez attaché à jamais à votre école. Voilà. Moi, je vais donc finalement dévoiler ce que je conseille aussi. Je conseille plutôt des écoles post-bac, même si, bien sûr,
je présente toujours le système, je présente les deux catégories parce que c'est ce que je dois faire. Je dois présenter les choses de manière objective et le plus exhaustive possible. Et quand les parents me posent des questions, me disent qu'est-ce que vous feriez, j'ai plutôt tendance à conseiller des écoles post-bac. D'abord, voilà, au moins si vous rentrez dans une école post-bac, vous avez quitté votre pays, votre famille, et vous vous trouvez déjà au sein d'une école d'ingénieurs. Tandis qu'aller dans un lycée pour une classe prépa sans savoir exactement où vous allez aboutir, c'est un petit peu plus compliqué. Cependant, vous avez cette possibilité. Monsieur Nuel, vous vouliez ajouter quelque chose, non ? Pour défendre les classes prépa, peut-être ? Non, pas du tout. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit. Intégrer une classe préparatoire pour un étudiant étranger, c'est compliqué. C'est très français. Extrêmement compliqué, c'est voire impossible. Très franco-français, oui. Disait mon collègue à côté. Non, moi, je voulais évoquer quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais je ne sais pas si c'est la place. C'est la possibilité d'avoir un diplôme d'ingénieur en passant par des accords de double diplôme. Alors pourquoi pas, oui, dites deux mots sur ces doubles diplômes, bien sûr. Voilà, il y a un certain nombre d'écoles, je pense que c'est vrai pour beaucoup d'écoles, qui passent des accords avec des universités étrangères. Et l'idée est que l'étudiant fait un bachelor dans son université, dans son pays, et s'il se place parmi les meilleurs étudiants de son bachelor, il peut demander à faire un double diplôme avec une école d'ingénieurs en France, avec laquelle l'université a un accord. Et il vient faire donc les 2 dernières années, donc des années de master, M1 et M2, en France, dans une école d'ingénieurs. Et à l'issue de ce cursus, donc qui prend 1 an de plus que le cursus normal, je dirais, il a les 2 diplômes, c'est-à-dire le master de son université d'origine et le diplôme d'ingénieur de l'école dans laquelle il est venu faire ses 2 ans. C'est une possibilité très intéressante. Et puis aussi, une chose que Alexis a évoquée, on a tellement de choses à dire, les études en apprentissage ou en alternance. Alors ça, c'est quelque chose, ça vaut la peine de le souligner parce que je crois qu'en Grèce, ça n'existe pas, on peut dire que ça n'existe pas. Faire des études en apprentissage ou en alternance, ça veut dire, vous faites des études, vous avez... et vous êtes payé, c'est la première chose. Vous êtes payé pendant vos études et vous alternez. Vous avez des périodes où vous travaillez au sein d'une entreprise et des périodes au sein de l'école. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et dire dans son établissement, est-ce que dans votre établissement, il y a la possibilité de faire des études d'ingénieur en alternance ou en apprentissage ? Je pense que c'est une caractéristique qui se développe de plus en plus. À Rennes, dans l'école de chimie, nous offrons bien évidemment ce parcours. Et alors, le parcours peut être sur une année ou sur l'ensemble de la scolarité du cycle ingénieur, selon les écoles. Mais je crois que ça existe dans toutes les écoles aujourd'hui. Et comme l'a été évoqué tout à l'heure, pour l'aspect financier, c'est également important d'avoir cette possibilité, parce que le financement reste malgré tout un des obstacles aussi. Selon le lieu où on étudie, on ne paiera pas la même chose à Rennes qu'à Paris ou à Strasbourg. Au niveau des frais de vie, vous parlez. Voilà, frais de vie et parfois même des frais de scolarité, puisqu'il y a des écoles qui ne sont pas des écoles publiques, mais qui sont des écoles privées, qui offrent des diplômes d'ingénieur, enfin qui sont reconnus pour délivrer le diplôme d'ingénieur, mais le coût n'est pas le même. Donc il faut peut-être regarder tout cela aussi, parce que les coûts peuvent être un obstacle, peut-être l'obstacle majoritaire pour ne pas intégrer une école. Donc on précise qu'ici, les écoles présentes sont des écoles publiques. Voilà. C'est très intéressant, bien sûr, au niveau financier, que vous avez souligné, mais pas seulement. Je pense qu'un étudiant qui fait toutes ses études d'ingénieur en la formule apprentissage a quand même un plus. Alexis, vous voulez développer ? Quel est ce plus ? Le plus, c'est de se rendre compte. D'abord, il y a certains étudiants, élèves affichent un profil, ont besoin d'avoir une vision concrète de ce qu'ils font plus rapidement que d'autres. D'autres sont très à l'aise avec les théories, les concepts, voire même de modélisation. D'autres ont besoin, au contraire, de se confronter à une équipe professionnelle, la question de la commande, la question du management, des choses comme ça, sentir un peu tout de suite comment ça se passe concrètement. Et de voir les choses avec quelque chose qui ne soit pas artificiel. Alors, de plus en plus, nos situations pédagogiques ne sont pas artificielles, elles correspondent à des vrais problèmes.
Donc ça permet, ça donne ça attire vers les études d'ingénieurs des élèves qui auraient pu être rebutés par des enseignements purement théoriques. Théorique. Et Voilà. puis surtout, ça correspond au métier d'ingénieur, c'est-à-dire qu'on essaie, ça marche. Si ça marche du premier coup, on est chanceux. Hein. Mais, et puis c'est comme ça que il faut essayer, il faut rater. Et ça, dans l'école, on a des labos, on a des Fab Labs, on a tout ce qu'il faut. Mais quand même, quand vous avez quelqu'un, quand il y a des objectifs aussi de rentabilité, des existences de temps, là, on voit concrètement, ce n'est pas vos profs qui vous dit qu'il faut rendre ça demain matin. C'est une entreprise qui vous dit, Oui. j'ai une commande, il faut que je la satisfasse. Donc vous êtes déjà prêt à rentrer dans le monde professionnel, même si dans les études d'ingénieur, de toute façon, il y a une grande préparation au monde professionnel. Tu l'as souligné à un moment, il y a énormément de périodes de stage, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, ici en Grèce, c'est systématique. Les périodes de stage commencent à partir de quelle année? Peut-être la première. Hein. Dès la première année? Dès la première année dans le groupe INSA, on l'appelle le stage d'expérimentation. C'est un stage qui met l'étudiante ingénieur en face de certaines réalités pour pouvoir, par exemple, diriger une petite équipe de techniciens, se rendre compte un peu des difficultés d'une chaîne de production avec des horaires variables, avec les 3-8. Donc ça, je lis moi-même ces rapports de stage lorsqu'ils rentrent de l'entreprise et je suis assez surpris des réactions des étudiants qui disent ah bah là, ça y est, je ne vais certainement pas travailler dans ce style d'entreprise, je ne ferai pas de la chimie, là, je vais m'orienter maintenant en mécanique. Ils en tirent des conclusions très intéressantes. Je pense à une étudiante que je connaissais et qui travaillait dans un grand magasin de production de vêtements et disait donc là, je vais vraiment faire plutôt autre chose. J'hésitais. Hein. Et puis aussi, ça permet de comprendre beaucoup mieux. Et on est très proche du sujet de l'alternance ici parce que j'ai aussi l'exemple d'un étudiant qui travaille maintenant à Coutances dans un petit laboratoire pour fabriquer des collyres. Et elle me disait, il a fallu que je dirige maintenant une équipe de 8 Françaises techniciennes sur cette chaîne de production. Et c'est vrai que sans les 3 stages, j'aurais pas vraiment trop su comment faire. C'est très, très important. Oui. Je voulais aussi vous demander si vous avez au sein de vos écoles des filières qui sont plus particulièrement destinées aux étudiants étrangers, plus adaptées aux besoins des étrangers, peut-être avec un renforcement en français, enfin... Alors, bien sûr, l'INSA Rouen a une filière, donc vous pouvez en dire 2 mots. Oui, elle s'appelle la section internationale bilingue. Ça permet à un jeune étudiant grec de pouvoir étudier les cours en chimie, physique, l'informatique, en anglais et en français, pendant 4 semestres. Est-ce que d'autres... Oui. Alors, l'école de chimie de Rennes a créé, je l'ai créée en 2002, une classe internationale qui s'appelle Chemistry International Studies, qui se résume à Chemist. Donc, on affiche tout de suite la thématique de la formation. Et elle accueille, pendant 2 années, 50% d'étudiants français et 50% d'étudiants du monde entier. Et cette classe irrigue l'ensemble du réseau des 20 écoles pour l'obtention du diplôme d'ingénieur. Donc, un étudiant grec pourra tout à fait venir facilement, pour peu qu'il ait un minimum de connaissance du français, puisqu'on demande un niveau B1. B1 français. Pour pouvoir y rentrer. Et c'est une classe à pédagogie adaptée, avec, comme dans beaucoup d'écoles aussi, un encadrement très personnalisé. Et c'est surtout une classe à petit effectif. Nous avons 48 étudiants qui sont en fait sous-divisés en 2 groupes de travaux dirigés. Et les conditions d'apprentissage sont comme dans le réseau INSA que l'on connaît bien, puisque nous travaillons ensemble, nous recrutons même ensemble. Donc je crois que c'est une voie tout à fait adaptée à un étudiant qui souhaiterait entreprendre des études de chimie. Voilà. Très bien. Alors, bien sûr, pour le bachelor, je ne pose pas la question puisque c'est la section
par excellence destinée aux étudiants étrangers, Et les masters spécialisés aussi par et la les suite, masters spécialisés, bien sûr. Oui. sur laquelle nous n'avons pas forcément des étrangers, mais aussi des Français Oui. qui vivent à l'étranger et qui veulent poursuivre aussi cette expérience Se internationale spécialiser. en revenant en France. Donc, Oui. parce qu'ils savent qu'ils vont être pareil avec des étudiants qui sont très internationaux, qui viennent de partout dans le Bien monde. sûr. Ils vont continuer à étudier en anglais et se retrouver dans cet univers multiculturel qui leur correspond finalement, que ce soit pour le bachelor ou pour les masters Bien spécialisés. sûr. Et Alexis, oui? Oui, alors nous, on n'a pas de parcours international dédié aux étudiants qui viennent de l'étranger. On arrive quand même à avoir, même sur une offre classique, quasiment un tiers des diplômés qui sont étrangers. Ah oui. Mais ce que je voulais dire, et donc, il y a 2 Grecs en ce moment dans l'école, mais qui sont venus après le baccalauréat. Mais pour ajouter un peu de bruit au système, dans le système, comme on dit, en fait, ce que nous offrons aussi, qui est très adapté aux étudiants internationaux, c'est le master, ça a été évoqué Master of Science, mais il y a les masters plus classiques de nos établissements, parce que nous délivrons aussi des masters, puis les doctorats aussi. Bien sûr. Et nos doctorats sont à majorité des étudiants et des élèves étrangers. Étrangers. Nous, c'est Oui. 60%, mais je pense que Oui. c'est des proportions. Beaucoup. Et en Les master, écoles on est d'ingénieurs. à Oui. 50% d'étrangers aussi. Et c'est Voilà. en anglais ou en français. On va peut-être donner la parole au public si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous demandez le micro, étant donné que la discussion est enregistrée, il faut parler exclusivement au micro. Nicolas, il y a le monsieur. Bonjour et merci de votre présentation. J'ai une petite question concernant les écoles préparatoires. Donc, à l'issue des 2 ans, donc j'ai compris qu'il y a un concours. Et si on ne réussit pas le concours, est-ce qu'on peut convertir, entre guillemets, ces 2 années dans un cycle universitaire Oui. en allant en L2 ou peut-être en L3, je ne sais pas. Bien sûr, mais je préfère laisser la parole, mais bien sûr, oui. Pierre? Tout à fait. Un étudiant qui serait en situation d'échec, il faut le préciser, vous parliez peut-être des classes préparatoires classiques. Hein. Alors, il y a de toute façon des passerelles entre les classes préparatoires et les universités dans toutes les villes françaises. Et l'admission est souvent à minima en L2, c'est-à-dire en 2e année d'université. Oui. Mais il n'y a aucun Ce problème. ne sont pas 2 années perdues. Voilà. Au cas où vous n'êtes pas accepté. Alix, vous ne pouvez pas parce que sur le programme bachelor, on admet des étudiants uniquement en première année. Oui, il n'y a pas de prépa, il n'y a pas Voilà. de classe prépa. Donc, donc, vous ne pouvez pas entrer en 2e ou en 3e année. Et pour les masters, vous n'allez pas avoir le nombre nécessaire de crédits. Par contre, si vous faites une année supplémentaire dans une université et vous avez le nombre de crédits, évidemment, vous pouvez candidater pour les masters par la suite. Moi, il m'est arrivé, par exemple, de voir des étudiants étrangers en échec et avec un partenariat avec un institut universitaire de technologie, un IUT, on arrive à faire entrer l'étudiant assez facilement pour qu'il ne perde pas ses 4 semestres. Voilà. Autre question? Alors, on n'a pas beaucoup de... Oui, monsieur? Bonjour, merci pour cette journée. J'aimerais poser une question concernant la réputation des écoles polytechniques françaises, les écoles d'ingénieurs également, sur le marché international du travail. Et deuxièmement, s'il est possible pour un étudiant d'une école d'ingénieurs d'aller dans une école, dans une autre filière, école polytechnique en France, par exemple. Partie de la question, c'est justement, enfin, je voulais finir là-dessus, mais c'est la réputation des écoles d'ingénieurs françaises. Ça dépend d'où on la regarde. Le regard qu'on lui portera sera fonction peut-être de la zone. En général, nous avons une excellente réputation dans Bien les sûr, pays oui. latins et dans les pays d'Amérique latine. C'est une réalité. Mais si l'on traverse le Rhin, c'est-à-dire si l'on va en Allemagne, le diplôme d'ingénieur n'a pas la même valeur que celle que nous lui accordons.
En Allemagne, ce sera le doctorat qui sera le diplôme privilégié, alors que pour nous, vous l'avez entendu de l'ensemble des interlocuteurs aujourd'hui, c'est le diplôme d'ingénieur pour tout ce qu'il véhicule comme prestige et puis comme compétence, bien évidemment. Oui. Alors, on ne peut pas, à part à vouloir s'autosatisfaire, on ne peut pas dire que le diplôme d'ingénieur, c'est le diplôme qui va rayonner partout. Il faudra voir dans quel pays. Il y a des pays qui nous admirent, mais il y en a qui nous ignorent aussi, notamment en Amérique du Nord. De manière générale, le diplôme d'ingénieur français a quand même un certain poids. Oui, j'ai quand même le sentiment. Alexis? Ouais, c'est assez complexe en fait. Voilà. Ça dépend beaucoup des histoires. C'est en fait aussi une histoire de relations historiques, la façon dont sont constitués les systèmes universitaires. Les systèmes universitaires les plus jeunes ont tendance justement à ne pas estimer ce type de diplôme. Ceux qui sont les plus anciens, au contraire. En fait, c'est comment se forment les élites. C'est la question, c'est ça. Dans chaque pays, comment se forment les élites. En Allemagne, typiquement, c'est le doctorat qui est le vrai l'aune. Et après, en général, découle de ça une représentation des autres diplômes. Donc, typiquement, en ce moment, vous le savez peut-être, la France est en présidence du Conseil de l'Union européenne. Et la question d'un diplôme européen fait partie, et sur l'agenda. C'est à la fois un choix politique exprimé par notre président de la République et aussi par la commissaire Maria Gabriel. C'est très compliqué. Mais quand vous dites simplement diplôme européen d'ingénieur, c'est encore plus compliqué. Parce que justement, la France, qui voudrait être motrice sur cette question-là, prend le risque que, en fait, le diplôme, qui est un diplôme aujourd'hui en 5 ans, ne soit pas forcément la référence. Puisque vous avez des diplômes dans certains pays qui sont à bac plus, enfin 4 années après le bac. D'autres qui sont au contraire en 5 ans, en 3 ans. Voilà, donc c'est compliqué. Mais on parle d'ailleurs, on ne parle même pas de diplôme d'ingénieur, on parle de bachelor en ingénierie. Non, moi, je parle du diplôme d'ingénieur. On parle de doctorat en ingénierie. Donc tout ça, c'est compliqué. Mais en plus, ce qui pourra ajouter encore une fois de la complexité à la situation, c'est quand vous demandez aux des entreprises européennes, des grands groupes, et on l'a fait récemment, pour eux, quelle est la valeur d'un diplôme d'ingénieur? Il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'ils veulent, c'est des compétences. Ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter pendant très longtemps. C'est qu'avez-vous. La question aujourd'hui n'est pas ce que vous avez appris, c'est qu'est-ce que vous savez faire. Et justement, ça renvoie à la question des stages. C'est ça que vous devez savoir expliquer quand vous sortez de votre formation, quel que soit le niveau de sortie. Bachelor, diplôme d'ingénieur, master ou doctorat. Là, on parle du diplôme d'ingénieur, oui. Monsieur Martin? Oui, cette bonne question me permet de glisser un argument qui me paraît important. Quand on réfléchit à l'installation d'entreprises françaises en Grèce, je pense qu'elles ont besoin d'ingénieurs grecs formés à la française. Donc je réponds un peu indirectement à votre question. Alors, quelque chose de très important. Ils font aussi beaucoup appel à des ingénieurs français. Bien sûr, oui, tout à fait. Très grands travaux en Grèce. Et écoutez, moi je pense que là, dans la perspective 2025-2030, certaines entreprises françaises qui ont fait des fois l'erreur de délocaliser en Chine, à mon avis, vont relocaliser dans l'Est de l'Europe et dans le Sud de l'Europe. J'en suis persuadé. Alors peut-être que dans mes collègues, ils vont me dire, oui, bah, fais attention. Je réponds peut-être un peu à côté de la plaque, mais c'est un argument très important. Hein. Vous allez voir là, dans les 5 ans à venir, des entreprises relocalisant dans ce secteur. Et là, vous verrez que la qualité des ingénieurs qui vont y travailler sera très importante. Très court. Un point pour contredire ce qu'on vient de dire sur comment est perçu notre diplôme à l'étranger. Aujourd'hui, avec le Brexit, il y a un vrai problème chez les industriels britanniques, anglais notamment, qui étaient très friands d'ingénieurs français. Et ils ne les trouvent plus. Et là, ils sont vraiment en train de se ronger le foie, parce qu'ils n'avaient pas du tout anticipé ça. Il manque 20 000 ingénieurs aujourd'hui à cause de ça, et ils ne savent pas comment ils vont les recruter. D'ailleurs, ça permet de rebondir sur les débouchés des titulaires de diplôme d'ingénieur en France. Donc, tu l'as souligné, un étudiant qui obtient son diplôme d'ingénieur en France trouve du travail dans les 3 mois. Attention, pas de chômage au niveau des ingénieurs
en France quand ils ne sont pas recrutés même avant d'obtenir le diplôme, hein, ce C'est qui- souvent le cas dans. Et Covid ou pas Covid. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez révélateur de la qualité des ingénieurs français. Autrement, ils iraient chercher ailleurs hein, maintenant. Oui. Voilà. D'autant Et des plus- besoins industriels. Des besoins industriels, mais de la qualité même des ingénieurs français. Christina? Oui, d'autant plus que toutes les écoles suivent maintenant aussi le développement industriel. On adapte aussi nos programmes à la demande. Bien Donc, sûr. on C'est une adapte des nos caractéristiques programmes, des donc études d'ingénieurs. Toutes les écoles font ça. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande demande en data science for business. On a créé un master spécialisé avec HEC. Ils nous posent souvent la question Oui. lors de l'entretien comment ils vont faire pour trouver du travail. Et on se rend compte que c'est dans l'autre sens. Ils ont plusieurs offres et c'est eux qui font leur Oui. choix du stage, de la carrière, Oui. de l'emploi, ce qui est quand même extraordinaire, vous voyez, dont les choses Mm. sont même inversées. Inversées. En général, ce sont les étudiants qui cherchent. Et là, non, c'est dans l'autre sens. Ils ont plein d'offres et ils choisissent celle qui leur correspond. C'est une caractéristique quand même Tout à des fait. écoles d'ingénieurs en France qui s'adaptent, qui se calquent totalement aux besoins de l'industrie. Et chose que... Oui. Un autre exemple, le rapprochement entre les études d'ingénieur génie civil et puis la partie école d'architecture. Oui. Hein. se rapprochent. Je pense aussi pour l'INSA de Toulouse, Sciences Po et ingénierie. Ça, c'est vraiment nouveau, c'est incroyable. Oui. Et ça répond à votre question. Qui deviennent de plus en plus pluridisciplinaires, oui. Monsieur Michel? Oui, il y a aussi ce qu'on n'a pas dit pour donner un peu de perspective, c'est que le métier d'ingénieur, c'est un métier qui va vous conduire aussi à différents types de métiers. Pardon, le diplôme d'ingénieur va vous considérer un certain type de métier. On a évoqué quelques cas. Vous allez découvrir en fait tout un tas de choses. Et vous allez vous retrouver dans de la production, conception, qualité, achat, enseignement, management, etc., etc. Vous allez apprendre tout ça. Dans un monde qui bouge, dans un monde incertain, c'est un vrai gage de durabilité au niveau professionnel. Vous allez aussi être capable de fabriquer votre propre travail, puisqu'on va vous donner des bases en entrepreneuriat. Donc, si vous ne trouvez pas l'environnement qui vous convient, vous allez le fabriquer. Et le fait aussi d'avoir un diplôme généraliste, c'est aussi une garantie de pouvoir rebondir en fonction de l'évolution des marchés. Et ce qu'on vous apprend aussi, c'est la formation continue. Continuez à vous former. Ça fait partie de l'esprit de nos écoles aussi. Ça, c'est important pour votre génération. Il y avait- On a répondu à votre question. La deuxième partie, on a répondu? il y avait la deuxième partie. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a une autre question, que ce soit sur les études de premier cycle? Monsieur? Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Bonjour, merci. Pour rebondir à la question qui a été posée tout à l'heure, après les 2 années préparatoires, s'il y a échec, quelles sont les alternatives existantes? Sont toujours dans la même filière ou dans d'autres domaines? Classe préparatoire, oui, si on veut continuer ses études à l'université, par exemple, bien sûr que ça doit être dans un domaine assez proche. Si vous avez fait une classe préparatoire scientifique avec maths, physique, chimie, bien sûr, la possibilité à l'université, c'est plutôt dans les filières scientifiques, mais je préfère vous donner la parole. Pierre? Je vais répondre pour ce qui est des études de chimie, et particulièrement pour le cas des étudiants étrangers. Lorsqu'un étudiant étranger est en échec, ce qui arrive, il faut le dire très rarement. Parce que la qualité des étudiants qui nous arrivent est quand même, parce qu'ils ont été sélectionnés, ils sont motivés. L'échec, il est de l'ordre de 5%, c'est-à-dire presque Très rien. peu. Si un étudiant est en échec, c'est souvent pas pour un niveau scientifique, mais pour d'autres facteurs qui sont plus de l'ordre psychologique que de l'ordre académique. Lorsqu'il est en échec, on a, nous, passé, comme Gérard l'a évoqué, des accords avec, par exemple, des IUT, des instituts univers de technologie, qui prennent ces étudiants. Et souvent, ces instituts ont la même, je dirais, un peu la même philosophie dans l'encadrement, bon, dans l'accueil, peut-être aussi, je ne peux pas me prononcer pour toute la France, mais ceux avec lesquels nous avons un partenariat permettent de réorienter ces étudiants dans un domaine, évidemment, qui est proche de celui qu'ils ont étudié. Il arrive aussi qu'on envoie des étudiants en réorientation, comme on le dit, à l'université.
Et là, ça sera dans des licences, dans des bachelors plus généralistes. En tout cas, il n'y a pas un étudiant qui reste sur le bord de la route, comme on dit. Il a toujours une solution. Et il y a encore d'autres possibilités, c'est que nous avons des accords avec des universités étrangères qui permettent à certains étudiants de retourner dans leur pays, poursuivre leurs études. Donc, en fait, vous voyez, le risque, il existe de l'échec, mais il y a aussi les solutions pour pallier ces difficultés. Là, vous avez souligné une caractéristique du système français, qu'il y a toujours des passerelles. Il y a toujours la possibilité en France de revenir en arrière, de regretter un premier choix, de revenir en arrière, de commencer d'autres études. Ça, c'est caractéristique dans tous les domaines, que ce soit à l'université, donc dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est caractéristique du système français, c'est très, très important. Là, je compare au système grec où, malheureusement, c'est le concours panhellénique, on rentre dans telle filière et après, c'est très, très difficile de changer de filière. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière question ? Alors, donc, profitez d'aujourd'hui, puisque les représentants d'établissements sont là pour aller les rencontrer, leur poser des questions peut-être un peu plus précises. Merci d'avoir suivi ces discussions. Merci à vous d'y avoir participé. Et bonne réussite à tous. Kali Petihia. Merci.